Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast qui n'a pas encore de nom. Bon, on va un peu parler de One Piece, tout ça, du nouveau chapitre, un peu de notre avis sur l'œuvre. Comme j'ai pu l'évoquer, je suis pas tout seul, je suis avec... Ouais, je te laisse te présenter, frère. Voilà. Yo tout le monde. Moi d'habitude je fais des vidéos sur YouTube mais qui parlent de jeux vidéo. Donc pas tant One Piece, manga, tout ça. Mais bon, One Piece ça reste mon manga préféré avec Jojo. Donc c'est un plaisir de venir en parler. Alors, il faut quand même préciser que c'est le meilleur youtubeur de sa génération, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Elle sera en description, tout ça, bref, vous connaissez. Je pense qu'on va déjà commencer par parler du chapitre là qu'on a eu cette semaine là, le 1152, c'est ça. Il me semble. Écoute, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du chapitre qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, quoi? Bah, pour moi, c'était pas le chapitre de l'année. On va dire c'était plus un chapitre de transition entre les gros événements là des Geats et début du coup je pense du gros flashback d'Elbaf du coup qui manquait. Sinon on va dire c'était un chapitre sans plus, il était surtout là pour donner des informations, c'était cool, mais on va pas le retenir plus que ça. Ouais, c'est réel. Mais alors, je trouve, enfin, on vient d'y penser, mais je trouve qu'il y a pas mal de chapitres, un peu de transition là dans cet arc. Avec déjà le chapitre dernier où il nous hype en mode Luffy va monter et détruire tout le monde au-dessus, alors qu'au final, on va avoir le flashback. Bon, c'est quand même bien, hein, je vais pas cracher là-dessus. Mais c'est vrai que là, moi, j'attends de voir des dingueries dans le flashback là. Tu vois, il vient de commencer, mais je veux du sale dedans. Après là je t'avoue le flashback je sais pas trop quoi en attendre du coup, parce que on va dire le perso me hype pas plus que ça du roi. Et à part éventuellement nous donner un peu de contexte, d'explication et peut-être même des limites au pouvoir d'Imu qui, je pense, a son lien dans le flashback, et un peu nous présenter Loki. À part ça, je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait nous apporter de plus. Donc à voir. Ouais, c'est vrai que j'avoue que même moi, j'ai même pas capté qui était le roi et tout. Bon, après, moi, je suis un peu un œil quand je lis les chapitres. J'avais pas capté. Mais j'avoue que le personnage, bon, il parle pas trop. Après, on va voir. Peut-être qu'on va s'attacher à lui et qu'on va le pépon de zinzin après. Mais là, pour l'instant, moi, ça ne parle pas trop. Après, on verra. Mais par contre, il y a un truc dont je dois parler là. C'est le fait que Zoro, ce big nœud, il a pas capté qu'il avait le haki des rois quand même. Genre, tu sais, genre, le bug, c'est comme si t'avais 1 million d'euros dans ta poche. Ah bon? Putain, j'avais 1 million d'euros. Putain, je savais pas. Relou. Toi, t'en penses quoi que Zoro soit un œil comme ça là? Après, ce qui me bute surtout, c'est que ça veut dire que ça fait 2 arcs qui se trimballe le haki des rois, qu'il aurait pu l'utiliser, mais il a fait non, non les gars, en fait, je savais pas. Mais en vrai, on parle de Zoro, ce nœud qui capte pas. Mais c'est pas le seul dans l'équipage en vrai. T'as Usopp qui a l'acquis de l'observation. Il l'a, enfin pas éveillé, mais il sait qu'il l'a parce qu'il l'a utilisé une fois. Mais on l'a jamais revu à l'action. C'est vrai que je me demande carrément s'il n'a pas oublié que Usopp a du haki parce qu'on l'a vu qu'une seule fois. Et franchement, on pensait tous que c'est Elbaf, ce serait l'arc d'Usopp et tout. Au final, ce sera l'arc de Brook du coup. Et là, je vois vraiment pas quand et comment il va nous l'introduire. Éventuellement face à Shanks, c'est dans un futur éventuel. Mais à part ça, Mais même plus globalement, en vrai, la gestion du haki au niveau des membres de l'équipage, je trouve qu'elle est assez calamiteuse. Enfin, t'as tous les équipages d'empereurs qui ont au moins leur sous-commandant, entre guillemets, genre, qui ont plus ou moins le haki. Et là, t'as l'équipage de Luffy, Miskin, Belek Usopp, dernier chapitre. Il utilise le haki, mais sinon, ils sont tous guests de fou. Et en vrai, je trouve ça grave dommage, parce qu'en vrai, bon, ils ont tous des pouvoirs un peu pour compenser le fait qu'il n'ait pas de haki, mais on parle quand même de l'équipage du futur roi des pirates. Il ne maîtrise pas le haki, je trouve ça un peu grave, quoi. j'avoue que c'est un peu chaud dit comme ça. Mais en vrai, t'as quand même, on va dire, la moitié de l'équipage qui a du haki. Si on compte Usopp et éventuellement Robin, peut-être, il y a un monde. En vrai, ça laisse juste 4 Golemon qui ont pas du tout de haki. Et après, de toute façon, la gestion du haki, ça a toujours été un peu calamiteux dans les équipages. On va dire que ça dépendait. Genre, Doflamingo, ils étaient à 2 à maîtriser le haki. Mais à Wano, il y avait tout le monde bizarrement qui l'utilisait. Enfin, qui l'avait, mais qui l'utilisait pas forcément. Parce que tu sais, le match-up, il correspondait pas trop. Bon voilà, on va dire que le haki ça a jamais été le système de pouvoir le mieux maîtrisé, on va dire, de One Piece. Après, si ça permet
d'avoir des combats pour les plus faibles de l'équipage qui soient plus basés sur leur capacité propre et du coup un peu plus de stratégie que sur de la puissance brute et du haki, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais alors, je voulais parler du point de la stratégie au niveau des combats, tout ça. Mais avant, je voulais parler un peu ton avis global sur le... Parce que One Piece, on connaît, big manga, tout ça. Mais en vrai, c'est quoi ton avis en vrai sur One Piece, sur la commu, enfin globalement, ça peut être sur tout ce que tu veux. C'est quoi ton avis sur le manga, sur la suite, sur One Piece. Enfin bref, globalement, c'est quoi ton avis? Bref, qu'est-ce que tu penses de One Piece globalement? Bah moi je l'ai déjà dit en intro, mais c'est mon manga préféré, donc je suis un peu biaisé là-dessus. Euh, Après autrement, plus globalement, One Piece, c'est un manga que je suis quand même depuis genre au moins 5 ans, 6 ans de façon toutes les semaines. Donc ouais, je suis un peu attaché quand même à l'œuvre maintenant, même si je suis pas toujours forcément fan de ce qui est fait actuellement, notamment sur Elbaf. Ah ben attends, là, il faut que tu nous envoies là. Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? Déjà, Elbaf, en tant que tel, si a pas fait récemment, je trouve que l'arc, il est très mou. Alors, comme dit, peut-être Très réel. Très très réel. peut-être que c'est dû au fait de le lire de façon hebdomadaire. Parce que je sais que Wano, il y en a plein qui ont râlé, mais en vrai, quand tu lis du trait en tome relié comme ça s'enchaîne super bien. Mais Elbaf, là, j'avoue que j'ai du mal à voir la vision. J'ai l'impression, on est encore dans le début, mais à la fois, t'as les dingueries de fin qui sont en train d'arriver. J'ai l'impression que ça a jamais trop décollé. Sauf là, ça a décollé d'un coup, un peu de nulle part. Et on sait pas trop où ça va mener, parce que là, je pense que on a le flashback, je pense pas qu'il sera non plus super long. Après, on disait ça aussi à Egghead, bon, voilà, voilà. Mais on se tape ça. Après, à la fin, on n'est même pas sûr d'avoir vraiment un gros combat. On sait pas trop comment ça va se terminer cette histoire, mais je pense pas que ça va partir en grosse baston générale non plus. Et du coup, j'ai un peu du mal à voir. C'est genre un arc de transition, mais sans la... C'est les Sabaody, mais sans le truc important de Sabaody, sans le final, tu vois. J'ai un peu peur que ce soit Ouais, ça. ça la limite Kizaru un peu quoi, le truc qui choque tout le monde quoi. Bah après, enfin, on a quand même pas. Oui, je suis d'accord. Il y a Im, mais ça ramène pas tellement de. J'ai du mal où ça va aller, de voir comment ça va continuer, comment ça va aller. En tout cas, en arc individuellement pris comme ça va pas être mon arc préféré et de loin. Je suis très 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 d'accord sur ce que tu dis, mais après je pense que la fin de l'arc peut-être peut nous aiguiller sur un peu ce qu'on va en penser, mais le truc aussi, ce que je me dis, c'est que Elbaf s'est teasé depuis la nuit des temps, ça fait au moins 50 ans, tu vois. Mais que là au final, enfin je suis un peu déçu, enfin moi je m'attendais à que ce soit genre l'un des arcs référents de One Piece, et là pour l'instant, il y a référence de rien du tout. C'est éclaté de fou. Non, il faut dire les termes. Éclaté, faut dire les termes. Après, moi, je t'avoue, j'ai jamais été plus hype que ça par l'idée d'aller à Elbaf. Je me dis c'était cool, mais c'est pas non plus un arc qui. À part visuellement. Visuellement, l'arc, je le trouve très cool. J'aime bien le style viking, tout ça. Il y a pas de problème. Il nous fait des beaux panoramas quand il veut. Mais à part ça, ouais, non. Comme dit, ça avance pas trop. Tu sais pas trop où ça veut aller. Il y a pas tant d'enjeux. Et ça fait même pas, j'ai même pas l'impression que ça va faire une bonne rampe de lancement pour la dernière saga, parce que Egghead avait déjà réussi ce rôle très très bien. Il n'y Ouais, avait c'est pas vrai. besoin d'un Elbaf entre qui tire un peu en longueur pour pas grand chose, j'ai envie de dire. À part l'introduction des chevaliers divins, qui, ok, je me doute que ça a son utilité. Et pour présenter un peu Im, j'avoue que le reste, même genre on a Loki, il est là depuis le début de l'arc, ça fait 20, 30 chapitres qu'il est ligoté, qu'il ne fait rien, il ne sert à rien dans le récit. Luffy pour l'instant, sa seule motivation, d'ailleurs ça faut qu'on en parle, j'ai dérivé vite fait, mais Luffy dans cet arc, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est écrit bizarrement, genre bizarrement, il se dit, ah, qu'un gars random il me parle de Shanks, je vais peut-être aller l'aider. Ah, apparemment, c'est un connard psychopathe. Oh, c'est pas grave, je vais aller l'aider. Il a jamais fait ça. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un, genre de Flamingo, il fait pas, ah, yo, je te parle de Shanks, il fait pas, ah, bah, d'un seul coup, mon pote, si tu veux, vas-y, je t'aide. Non, je trouve ça trop bizarre, la façon dont ça a été amené. Je pense que ça aurait été mérité de le faire différemment, ça aurait peut-être augmenté mon appréciation de l'arc. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça, un peu bizarres. Limite, le seul truc que j'ai aimé en soi, c'est les chevaliers divins, en soi, je les aime bien.
J'aime bien leur pouvoir, j'aime bien leur façon d'être. Voilà, c'est peut-être le seul truc vraiment positif que je retiens de l'arc perso. Après, moi je trouve les chevaliers divins, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je les trouve un peu sans âme. Moi j'arrive pas du tout à m'attacher ou à trouver une once d'affection envers les persos parce que, enfin, j'ai pas eu le temps de m'attacher, je m'en branle des persos littéralement, faut dire les termes. Enfin, c'est des persos importants, tout ça, mais enfin, vas-y, on s'en branle quoi. Enfin, ça me passe un peu au-dessus. Bah, je t'avoue, moi je les vois un peu comme un CP9 époque Enies Lobby, tu vois, c'est. Ils sont pas tellement là pour leur genre Lucci, personne l'a retenu parce que putain, le scénario derrière il est incroyable. C'est juste parce que c'est un méchant, il est là quand il faut, il file. Enfin, il est là pour se bastonner et tout. Là, j'ai l'impression un peu les Chevaliers Divins, c'est un peu le même genre de menace. Bah, c'est moins que Rob Lucci, je vais pas vous dire que, que Rob Lucci est moins bien qu'eux. Mais pour moi, c'est à peu près la même vibe. Et en vrai, pour ça, j'aime bien. Et comme dit, c'est peut-être, je suis juste biaisé, mais j'en ai un peu ras le cul de bouffer du Zoan mythologique à toutes les sauces depuis Wano. Wano, ça allait 2 secondes. Allez, les dinosaures, les dragons, on va dire, c'est. Ils te balancent tout ici, ok. Mais après, on a enchaîné avec Ged aussi. Et ça commence à faire un peu beaucoup. Donc là, je suis content d'avoir des pouvoirs un peu originaux qui sortent du lot et qui apportent un peu plus de stratégie en combat. Mais sinon, surtout que j'aime bien leur look, hein, on va pas se mentir. En fait, là, t'as dit un truc intéressant au niveau des fruits et tout. Le fait que les zones mythologiques. Enfin, tu as un peu sous-entendu que les zones mythologiques, ils apportent pas forcément un aspect au niveau des combats et tout. Et justement, je voulais parler des combats. C'est. Toi, t'en penses quoi des combats dans One Piece globalement si tu veux comparer à d'autres mangas parce que alors moi peut-être je suis un gros matrixé de One Piece mais moi je trouve quand même que les combats dans One Piece enfin je trouve que c'est quand même un truc très important dans l'œuvre et qu'on a tendance à souvent dire oui bon l'aventure tout ça nanana d'accord complètement d'accord c'est vrai que c'est la plus-value de One Piece en fait le fait qu'il y ait aventure tout ça mais les combats au final ça reste quand même ce qu'on attend à la fin d'un arc il n'y a pas eu de combat il y a que eu des révélations on va se dire bon arc de transition hein, ouais, tu vois donc je sais pas ce que tu en penses de ce que je vais dire je sais un peu ton avis mais voilà ça m'intéresse que voilà bref. Ok, alors moi je t'avoue que j'ai jamais été vraiment attiré par One Piece pour les combats. Je dis pas qu'il y a pas de bons combats, il y a des combats que j'aime beaucoup. Luffy Rob Lucci notamment, même tous les combats de Dennis Lobby. Et même, il y a certains combats qui sortent un peu du lot, genre Zoro King à Wano, les combats duo, genre Usopp Chopper à Alabasta ou Law et Kid à Wano aussi. J'aimais beaucoup ce genre de combat. Mais on va pas se mentir, sur l'ensemble des combats de One Piece, il y en a quand même plein qui sont oubliables, on va dire. Au final, à la fin des arcs, ce qu'on retient, c'est surtout ceux de Luffy. À part les quelques fulgurances qu'on retrouve ça et là, parfois, je dis pas. Mais et généralement, pourquoi on retient les combats de Luffy? Bon, bah, évidemment, l'antagoniste, c'est cet antagoniste qu'on nous montre, c'est le protagoniste qui l'affronte, logique. Mais c'est surtout parce que ça sert de climax à tout ce qui a été fait au cours de l'arc. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'on retient les arcs avec les combats principaux et pas les autres. C'est que bah, ils servent d'apogée à toute l'écriture, tout le background qu'il y a eu pendant l'arc, voire même la saga, certains. Et c'est surtout pour ça qu'on les reste pas tant pour leur chorégraphie de combat ou la qualité de leur renversement de situation et ce genre de trucs. En termes de chorégraphie, ça vaut pas du Dragon Ball. En termes de stratégie, ça vaut pas du JoJo. One Piece, ça a jamais brillé pour ses combats en tant que tel, je pense. Alors en fait c'est là j'ai compris pourquoi je t'ai invité parce que ton analyse est trop pertinente parce que c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que en fait c'est vrai que c'est le climax de l'arc des sagas quand on voit contre Kaido au final c'est le combat contre Kaido c'est la fin de toute la saga des 4 empereurs en fait littéralement tout ce qui a été fait avant c'était pas arrivé à ce moment-là et c'est pour ça qu'on retient les combats dans One Piece et c'est vrai que c'est pas forcément pour tout ce que tu as pu évoquer mais je trouve ça quand même dommage parce que on a vu que Oda il pouvait nous faire quelques masterclass genre bah t'as évoqué le combat Chopper Usopp à Alabasta ce combat le combat le plus sous-côté de One Piece je ne veux pas d'autre avis mais j'avoue que c'est un peu dommage il y a des combats qui sont un peu enfin pas assez exploités tu vois. Ouais, je suis d'accord. J'aurais préféré qu'il continue un peu dans cette vibe de combat, comme dire, un peu plus stratégique, moins porté sur juste taper pour taper et faire des gros dégâts. Et j'aime bien cette vibe. Parfois, il essaie de la ramener, comme dit, à Onigashima. Le problème à Onigashima, c'est que c'est en dents de scie, les combats. Il y en a que je les adore. Et il y en a,
s'ils étaient pas là, ça m'aurait rien changé. Genre, Franky, bon, j'aime bien Franky, j'ai bien aimé le Triceratops qui s'envole, c'est rigolo. Mais le combat en tant que tel, ils veulent pas plus haut que ça, quoi. Et c'est un peu dommage. Alors que, comme dit, il y avait des bons combats aussi à Wano, mais c'était trop en dents de scie. Et même tout le Nouveau Monde, je dirais, il y a peu de combats qu'on retient plus que ça dans le Nouveau Monde en règle générale. Il y en a moins que en enfin en pre-time skip, ça joue aussi. Mais il y a quasiment que les combats de Luffy et les autres qui sont aux F tier la plupart du temps, je suis désolé. Aux F tier, tous les combats, tu trouves? À part ceux de Luffy, comme dit, il y en a quelques-uns de Wano, mais Dressrosa, perso, j'en ai pas retenu. Parce que, à la limite, le combat du Colisée, il m'a plus marqué que tous les autres combats à côté. Mais en fait, après Dressrosa, mec, je me rappelle même pas des combats. Littéralement, je sais pas quel combat il y a eu. Zoro, Luffy, point, je ne sais pas ce qu'il y a eu d'autres combats. Non mais, attends, dis-moi, je te jure, j'ai un doute là. Il y a eu le combat Slip contre Téton. Ah ouais, putain. Ouais, Franck, non, si, quand même. Enfin, en fait, c'est pas le combat en soi, c'est plus le background Oui, c'est ça. Parce de que l'autre. le combat en tant que tel, bon, il casse pas trois pattes à un canard non plus. Et pareil, il y a le combat Diamante contre Kyros. Mais bon, c'est pas un membre de l'équipage, donc ça passe un peu sous les radars. Et même, j'ai toujours le somme de pourquoi Robin ne fait rien pendant tout ce temps. Éventuellement, tu peux dire Usopp Sugar si tu le comptes comme un combat à distance, un peu. Mais le reste, tout le reste, c'est les gars du Colisée qui tapent un gars de la Don Quirote Family, sauf que bah. Je suis désolé, mais l'équipage de Doflamingo, je m'en carre le cul. Hein. C'est vraiment Doflamingo qui porte tout l'équipage, un ou deux autres membres que tu retiens un peu à côté, et tout le reste, tu t'en fous, mais royalement. Bah, en fait, ça me fait penser à un truc, mais c'est peut-être que les combats aussi, ils sont aussi liés au personnage contre qui tu. Enfin, parce qu'en final, là, on parle de Flamingo, des combats qui étaient tous éclatés, mais après, quand on voit l'équipage de Flamingo, c'était éclaté aussi de fou! Alors que justement, si on regarde, bon, il y a d'autres aspects, mais le combat de King Zoro, au final, King, tu vois, il y a un autre aspect du personnage qui est montré pendant ce combat et c'est aussi intéressant là. Mais en fait, au final, ce qui permet que le combat soit bien aussi, c'est ça, quoi. C'est que King, c'est un personnage, il est stylé, il a des pouvoirs qui bombardent, tout ça. Que Zoro, il sort le Haki des rois, tout ça. Au final, il n'y a pas eu tant de stratégie que ça dans ce combat, mais enfin, tout le monde l'a kiffé, quoi. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est peut-être ça qui différencie surtout les combats pré-time skip du post. C'est que il y avait moins d'antagonistes dans les arcs, dans le pré-time skip. Enfin, dans les équipages, ils étaient moins nombreux généralement. Et du coup, ça laissait plus de temps à les développer. La seule exception, c'est Enies Lobby, où quasi aucun perso en face s'était développé. Mais c'était là où on avait fondamentalement les combats les plus stylés de One Piece, j'ai envie de dire. Donc, on va dire ça pardonne un peu le truc. Je trouve que c'était les combats, en tout cas, les plus intéressants, les plus stratégiques éventuellement. Et ça rentrait aussi dans tout le mood Enies Lobby. Mais que ce soit Alabasta, Thriller Bark et tout ça, les antagonistes étaient plus marquants parce qu'il y en avait moins, donc je pense qu'on avait plus de temps de se focus. Alors que Nouveau Monde, à part vite fait Wano, les hommes poissons, je pense que personne ne se souvient d'un seul antagoniste. Et Dressrosa, pareil. Et le reste, il n'y a même pas vraiment eu d'affrontement comme ça. Donc ouais, je pense que c'est surtout ça qui fait la différence, c'est le temps dédié aux antagonistes. Et on n'en a pas eu assez en post-time skip, je pense. Mais après, ce qui est enfin, maintenant que j'y pense, mais du coup, c'est vrai ce qu'on dit, mais en fait, au niveau de Enies Lobby, au final, enfin, j'ai rien contre Khalifa, tu vois. Mais voilà, au final, le personnage, je me suis pas forcément attaché. Il a rien de spécial, mais pourtant, le combat Nami-Khalifa. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est au final, c'est parce que Nami va utiliser la stratégie, tout ça. En fait, je sais ce qui est intéressant je pense ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages sont surpassés pour battre leur adversaire. Chopper, il a mangé sa 3e Rumble Ball, tout ça. Même ça. Comment c'est amené, on voit que c'est vraiment la dernière possibilité pour battre son adversaire. Luffy, on n'en parle même pas. Zoro, c'est pareil, une technique clairement des enfers pour battre Kaku. Donc aussi, c'est ça, c'est le fait que les persos surpassent et que du coup, forcément, on se dit, waouh, putain, incroyable, quoi. Ouais, bah en vrai, c'est ça, c'était le Shonen Prime, esprit Shonen Neketsu. Et en vrai, c'est vrai que ça, je pense que ça joue aussi beaucoup parce que là, comme dit, les combats de Wano, il y en a qui étaient cool, mais c'était quel combat? C'était effectivement ceux où ils se sont donnés à fond, ça, où Zoro, à la fin, il était KO. Low et Kid, ils étaient HS aussi à la fin.
Et ça rappelle un peu les vieux combats, tu sais, genre face à Arlong où Zoro il était en sang, les bandelettes partout. C'était la vieille époque et tout. Je pense que ça joue aussi un peu dans le fait que le perso il se donne à fond pas et qu'on le ressente au cours de l'affrontement. Et comme dit, ce qu'il n'y a pas eu pendant une bonne partie du post où il leur roulait dessus et au final, ils ressentaient pas grand chose dans les combats. Pour eux, c'était le mode entraînement. Bah attends, mais justement là pour revenir, c'est quoi le pire combat de Onigashima pour toi? De l'équipage bien sûr, le reste s'en branle. Enfin, quoique. Sinon, je t'aurais parlé de Raizo contre Non! N'en parlons pas! le fameux combat, un chapitre, tous les 5 chapitres, on avait 3 cases où il était là. Ah, je t'ai bloqué dans mes flammes. Suite dans 5 chapitres, ce sera la même. Putain, là, ce combat éclaté là, n'en parlons pas. Parlons des Biwara, s'il te plaît. En vrai, je pense que c'était Franky, hein. Ah, Francky? Je pense que Franky était le moins. Parce que, bon, déjà, je t'avoue que Luffy Zoro, c'était cool. Je compte Loïc dedans aussi, il était vachement cool. Robin, je suis peut-être biaisé par le fait que c'est son premier combat depuis Skypiea. Mais en vrai, il était cool. Et aussi, il a eu plus de temps que les autres. Je crois qu'il y a eu 2 chapitres, les autres n'en ont eu qu'un. Il a eu plus de temps pour faire son combat. Moi, ça me l'a rendu un peu plus marquant, je trouve. Et après Jinbei, le problème, c'est que le combat, il était surtout là pour justifier la présence de Nika après le Gear 5, tout ça. C'était un peu le combat, il servait quasiment que de teaser. Ouais. C'est un peu dommage, ça, je trouve. Mais après, le combat contre Franky, je t'avoue, c'est sûrement lui qui m'a le moins marqué en globalité. Alors, je trouve que Francky, en fait, moi je trouve qu'il a été juste un combat avant en mode bourrin, tout ça. Mais je trouve que le pire combat, c'est celui de Jinbei Miskin, frère. Qu'est-ce qu'on s'en branle déjà de Wouzou. Enfin, Jinbei, je sais ton amour que t'as pour Jinbei, le gros suceur, là, je sais. Mais on s'en fout aussi de Jinbei, genre. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais on est forcément moins attaché que les autres. Et en plus, genre, le combat, enfin, Jinbei, il est aucunement inquiété par Wouzou pendant tout le combat. Et à un moment, il se dit, bon, vas-y, on va arrêter les conneries. Et il lui met une patate, c'est fini, tu vois. Moi, je trouve le combat un peu, enfin, il m'a pas marqué, en fait, ce qui a marqué, surtout, c'est, comme t'as dit, Nika, tout ça. Mais si je prends juste le combat en tant que tel, au final, je retiens rien, en fait, littéralement. Non, mais je suis d'accord. En termes de combat pur, il est pas. C'est pour ça que je l'ai pas cité dans les bons combats de l'arc. Hein. Il est. Ouais, il est pas ouf. Et c'est dommage parce que Jinbei mériterait d'avoir ne serait-ce qu'un combat vraiment sérieux au sein de l'équipage, ne serait-ce qu'une fois. Surtout qu'on se rapproche de la fin, il a pas trop le temps il a moins de temps que les autres, ça aurait été cool de lui donner un combat ça, donc ouais, je sais pas. Bon, ça se joue entre ces deux-là de toute façon, je pense, le pire combat de l'arc. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé des combats, tout ça. Je pense qu'on va changer de sujet. Et on va parler d'un sujet, je pense, qui te parle. C'est les dessins dans One Piece, tout ça. Bon, vas-y, donne-moi ton avis. Et vas-y, on va débiter de toute façon. Qu'est-ce que tu penses des dessins dans One Piece? Est-ce qu'ils sont moches comme tout le monde le dit? Ou est-ce que les gens, c'est des maxeurs? Ou c'est peut-être un peu plus nuancé? Déjà, je vais dire, j'ai lu SNK, donc au final, One Piece en comparaison, ça va. Ça tire, ça tire. Non, mais je suis d'accord pour dire que One Piece, surtout actuellement, hein, c'est loin d'être le manga le plus beau, hein, on va pas se mentir. Parfois ça fait brouillon par moment. Bon, parfois c'est à cause des problèmes de santé, on le sait. Après, c'est un peu retravaillé pour les sorties finales des tomes. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours un côté un peu brouillon qui reste sur pas mal de pages. Moi, je pense que c'est un mélange de plusieurs trucs. Parce qu'en soi, One Piece, au début, c'était très cartoon. Ouais. Ça a un peu changé, genre, jusqu'à à peu près Enies Lobby, on va dire. Ça a continué, ça devenait un peu plus rigide le trait, tu vois, au fur et à mesure du temps. Il y avait moins l'aspect cartoon, mais ça gardait un aspect très, très épuré, tu vois. Genre, les décors, ils étaient assez simples, les personnages étaient assez simples, mais du coup, ça faisait que c'était lisible, tu comprenais tout, c'était nickel. Depuis, progressivement, on est passé sur du. Il a un peu changé de style. Il a décidé, tu sais, de rendre les cases plus chargées. Ouais. Et ça s'est ressenti. Et en parallèle de ça, il y a eu le dessin qui s'est un peu dégradé en qualité. Et je pense que la combinaison de ces deux trucs a fait que le dessin de One Piece est moins beau. Surtout sur les personnages, parce que dans les décors, même sur Wano, Egghead et tout ça,
les décors restent encore super beaux la plupart du temps. C'est vraiment les personnages, et surtout quand les personnages, on va dire, d'arrière-plan. C'est vraiment là où tu te rends compte que c'est vraiment là où c'est pas beau en fait. C'est les personnages en arrière-plan qui sont vraiment gribouillés, griffonnés. T'as du mal à voir qui c'est, même en règle générale. Alors que l'arrière-plan est genre en clean, et les personnages devant, généralement, ils sont plutôt clean. Et je pense que c'est vraiment cette nuance, cette différence entre les différents plans qui fait que ça rend bizarre. Bon, le problème, c'est que voilà, t'as tout dit. En fait, moi, je voulais faire l'antagoniste à venir te casser la tête, tout ça, dire tu la merde. Mais en fait, il a pas si tort que ça. En fait, globalement, moi, au niveau des dessins d'One Piece, ouais, moi, je trouve que ça va. En vrai, c'est ok. Et qu'en vrai, les gens qui disent ouais, c'est éclaté et tout, ils lisent aussi pas le manga. Parce que je trouve qu'il enfin, faut quand même le souligner. Hein. Mais entre le manga et le scan, il y a quand même un écart au niveau de la qualité du dessin. C'est retravaillé, c'est beaucoup mieux. Après, c'est vrai qu'en fait, moi, je trouve que la force de, je pense que c'est réel. La force des dessins de One Piece, c'est que c'est des dessins qui sont très simples. Et, je trouve que c'est, même au début, tu vois, c'est très simple, très facile à comprendre, très direct. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus chargé, en fait. À l'époque d'Onigashima, quand j'ai commencé à lire les scans, tout ça, je me dis, bon, vas-y. En vrai, c'est un peu la vibe de l'arc, que ce soit un peu la guerre, c'est le bordel, tout ça. Mais en fait, ça a été pareil, c'est pareil à Elbaf. À, avec Ed, je trouve que c'était un peu moins le cas quand même que Onigashima, c'est quand même calmé. Mais au final, si on compare au début du manga, wesh, il n'y a aucun rapport. C'est deux mangas complètement différents carrément. Mais après, je pense que si il dessinait comme au début du manga, les arcs là, on dirait, mais wesh, Oda, comme tu déconnes, tu vois. Donc au final, je pense que même si au final c'est un peu chargé, des fois ça fait brouillon, je trouve quand même qu'on est un peu dur, tu vois. En vrai, je sais pas, parce que les gens qui se plaignent généralement, je pense quand même c'est des gens qui lisent d'autres mangas quand même dans la vie. Et en vrai, quand même, quand tu fais la comparaison, la plupart des mangas, surtout actuels, en termes de dessin, ils sont plutôt irréprochables. Enfin, je dis pas tous, hein, il y en a qui font un peu tâche, je trouve, en MHA. comparaison. MHA, je fais une petite digression vite fait, mais MHA, c'est pas tant le dessin que le découpage, moi, qui me pose problème. Comme dit, le dessin, ça va, mais le découpage rend le tout très incompréhensible dans les derniers arcs. Je suis trop d'accord. Et en plus, je me rappelle, ça, à l'époque où j'étais à fond dans MHA et tout, les gens qui disaient, ouais, One Piece, on comprend rien. J'étais en mode, mais ils ont lu MHA, c'est fou. Mais voilà, faut pas qu'on dérape trop, mais voilà, One Piece, il a ses défauts, mais faut pas maxer. Mais si on veut rester sur le découpage, par contre, pour perso, One Piece, s'il y a bien un truc où pour l'instant j'ai pas eu de problème sur la structure des pages, c'est bien le découpage. Pour moi, le découpage a toujours été lisible. Parfois, c'est le contenu des pages qui. Je comprends que certains disent que c'est pas lisible, mais le découpage, pour l'instant, j'ai jamais eu trop eu de problème. Et pour l'instant, on n'est pas encore trop dans le problème des fins de manga habituelles où les pages, elles sont en plein d'étapes, où c'est condensé, il y a plein de cases partout. Là, pour l'instant, il arrive à garder un rythme assez aéré, tu vois, dans le découpage. Ouais. Et ça, pour l'instant, c'est encore la grande force que je peux trouver chez Oda. Mais en fait, ce qu'il faudrait que j'ai bien de capter, mais les plus grosses scènes de One Piece en termes de planches de manga, que ce soit à Agnès Lobby, j'allais le dire, mais je suis désolé, mais petit aparté, mais la scène où Luffy, en tant que man, il explose Cracker, c'est l'une des plus belles scènes de One Piece, mais les gens ne sont pas prêts à comprendre ça. Euh, mais genre, ces cases-là, moi je trouve leur force, en fait, c'est le découpage, en fait. C'est comment c'est découpé qui fait que la page, elle est stylée, tu vois. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais je trouve que... Bah, Ouais, y a un lien. je suis d'accord, je suis totalement d'accord. La plupart des cases marquantes, elles ont un découpage qui est simple, efficace et qu'on retrouve peu. Et surtout, ce que je trouve encore incroyable, c'est que actuellement, alors qu'on se rapproche de la fin, on sent pas non plus le désir de rusher et du coup d'enchaîner les pages et de les rendre surchargées comme ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que le nombre de mangas, genre MHA, qui surcharge les pages de plein de petites cases et du coup, ça rend tout illisible. C'est horrible. Et je suis bien content que pour l'instant One Piece reste là-dessus. J'espère qu'il continue comme ça jusqu'à la fin. Quitte à avoir déjà que le dessin, on sait que il y a des petites faiblesses, surtout de temps en temps, on sait avec les problèmes de santé aux yeux, tout ça, tout ça. J'espère au moins que le découpage il reste clean comme ça jusqu'à la fin. Alors, justement, on parle de la fin. Pour toi,
qu'est-ce qui serait une mauvaise fin pour One Piece? Genre, là, ça doit faire le scénario probable, tu vois. Pas de sortir Mickey Mouse qui débarque dans One Piece, tu vois. Un truc quand même probable. La pire fin possible au niveau de tout, en fait, de l'histoire. Enfin, du coup, du dessin, on en a parlé. Enfin, scénario, tout ça. Évolution des personnages. La pire fin possible. Vas-y, on va pas s'épiloguer là-dessus, mais vas-y, en quelques phrases. Pour toi, c'est quoi la pire fin, genre? Pour moi, la pire fin possible qui serait envisageable, ce serait que Brook commence à nous faire une Naruto bis, c'est-à-dire ressusciter tout le monde. Qu'il y ait tout le monde qui vienne se taper dessus, on fonce droit vers le One Piece et que on ellipse plein d'histoires. Genre, s'il n'y a pas de combat entre les 4 empereurs, ce serait vraiment dommage. S'il n'y a pas un beau final contre le gouvernement d'une façon ou d'une autre, ce serait très dommage. Moi, vraiment, le pire des cas, c'est Brook qui ressuscite tout le monde et qu'on speedrun dans l'intrigue et qu'on laisse pas le temps au gros combat contre les empereurs et le gouvernement se faire correctement. Ça, pour moi, serait le plus dommage. Mais c'est tellement probable que ça arrive, le fait qu'on ait pas ces combats gouvernement, empereur, tout ça. Parce qu'en fait, bon, Oda, le plus gros mytho de l'histoire, qui dit, ouais, dans 2 ans, ça finit vite, branchez-vous. C'est en fait, moi, je le vois un peu comme ça. Mais en vrai, c'est grave probable qu'ils nous skip des trucs de fou qu'on attendait qu'on n'aura jamais, quoi. Mec, en vrai, là, j'y pense, mais je vais pleurer, là, je vais pas m'en remettre. Bah ouais, moi, je continue quand même d'espérer parce qu'il nous a quand même laissé sur une fin dégueu en teasant des acteurs principaux qui vont agir vers la suite. Autant je sais pas du tout comment ça va se faire pour le gouvernement mondial. Je t'avoue, surtout là, avec ce qui s'est passé dans les derniers chapitres, ça... Honnêtement, aucune idée de comment ça va se dénouer. Mais par contre, au moins du côté pirate, j'espère on a un petit 1v1 v1 entre les 4 empereurs, ou en tout cas des vraies grosses bastons. Ce serait vraiment dommage qu'on passe à côté, alors que ce serait vraiment le truc le plus hype de tout One Piece. Imagine un match à mort par équipe sur Raftel avec les 4 empereurs qui se battent en même temps, mec. Et imagine la case. Imagine la case comme elle va tout niquer. Ah, ce serait vraiment, s'il y a pas ça, ça y est, je quitte One Piece. Mais réel. Ah, ça va envoyer une lettre à Oda, ça va mettre un pressing. Ouais, Oda, tu vas modifier quelques trucs là parce que... Non, mais en vrai, je pense que ça pourrait être grave stylé. Mais le truc, c'est que comme dit... Enfin, même, je pense que c'est compliqué de faire les deux. Faire gouvernement, bataille de gouvernement plus bataille pirate. Sachant qu'il y a encore... Enfin, le nombre d'acteurs qu'il y a dans One Piece, il y en a des milliards qui sont pas encore élucidés. Ça, c'est... D'ailleurs, bref, on n'en parle pas. Et il y a aussi, notamment, les révolutionnaires qui sont là pour contrer le gouvernement. Mais en fait... à quoi ils vont servir, en sachant en plus que voilà, on sait comment ça se fait dans One Piece, combat, tout ça, mais je pense sincèrement qu'ils n'ont pas la force de frappe suffisante pour détruire le gouvernement. Donc je me demande aussi comment ils vont agir et peut-être si Oda va laisser ça ou comment il va faire ça. En fait, ça, je pense que ça va être compliqué pour lui aussi, hein. Honnêtement, je t'avoue que plus on avance, plus j'ai du mal à voir genre un équipage de Luffy débarquer à Marie-Joie, foutre la merde et taper directement le gouvernement. Parce que comme ça avance là, j'ai l'impression qu'on va le faire progressivement arc par arc. Et là, je serais pas surpris qu'il commence déjà à essayer de lui foutre une tatane et qu'en parallèle, c'est les révolutionnaires qui viennent le tabasser à Marie-Joie, tu vois. Je pense, là honnêtement, vu comme c'est parti, je serais pas surpris qu'on puisse avoir notre combat entre empereurs. Moi, je garde l'espoir. Mais que le gouvernement, ce sera pas directement Luffy et tout ça qui vont les taper. Ils vont les taper là vite fait sur Elbaf, ça je n'en doute pas. Ouais. Mais je pense que... peut-être que ce sera justement là où la flotte de Luffy va avoir un intérêt, parce que je la vois très mal débarquer pour des combats contre les 4 empereurs, parce que ce serait juste un bordel sans nom. Enfin, je vois très mal comment ça peut être amené. Par contre, en tant que support pour tabasser le gouvernement, sous la bannière de Luffy, je trouverais pas ça super déconnant. Genre si on a, je sais pas, une Yamato, les gars de Dressrosa et tout ça qui débarquent pour tabasser le gouvernement au nom de Luffy, je serais pas surpris. Mais que ce soit quand même genre Dragon ou je sais pas quoi qui finisse le truc. Ah, peut-être une alliance pirate révolutionnaire. Je serais pas surpris, honnêtement. Parce que quand même, il y a Amiro, Chevalier Divin, et c'est chargé niveau gouvernement, ils sont quand même chargés, tu vois. À l'époque, quand on savait pas qu'Im existait et tout, on s'est dit bon, vas-y, Akainu, ça reste
ça reste du beau niveau, mais ça va le faire, tu vois. Mais là, en fait, t'as tout ça, plus Akainu en plus, d'ailleurs. Là, j'ai vu tes signes, mais Luffy, il doit pas venger son frère Ace, là, de Akainu. Est-ce qu'on doit pas avoir une confrontation, au moins, quelque chose? Je me suis dit, enfin, vas-y, je te laisse parler, après, je te dirai. Alors moi je me dis, Akainu, ça fait un peu quand même un moment qu'il fait rien et qu'il nous parle d'arrêter des pirates et qu'il bouge pas son cul. Moi je dis à un moment, faudrait qu'il se rende sur le terrain quand même, ce bâtard. Je me dis, si les empereurs ils viennent tous se friter l'un à l'autre, faudrait qu'il bouge son cul de sa chaise et qu'il vienne aller les taper lui-même. Je serais pas surpris que ça arrive et je vois pas trop comment on pourrait arriver à un combat Luffy Akainu, en tout cas un échange de coups, si ça n'arrive pas. Bah en fait, là, j'ai pensé, mais il y a Sabo aussi qui pourrait prendre aussi la place que Luffy devrait avoir. Bah, peut-être, bah aussi, il a approprié le fruit de Ace. Et ce sera un peu un symbole de voir Sabo avec le fruit de Ace qui one-tap Akainu pendant un prime moment. Bon, voilà, on connaît, mais voilà. Je pense que ça serait aussi intéressant. Et en vrai, ça permettra quand même que l'histoire avance de son côté et on aurait quand même ce côté en mode Akainu s'est fait démonter la gueule et on est content, tu vois. Mais à la fois, ça reste quand même genre le chef de la marine qui sont opposés aux pirates de base. Donc, je trouverais ça un peu bizarre que les révolutionnaires foutent des tatanes au gouvernement, why not? Mais la marine, ça a toujours été présenté comme l'ennemi direct des pirates. Je trouverais ça bizarre que ça se règle pas pirate marine, tu vois. Mais à voir. De toute façon, là, je t'avoue qu'Akainu, c'est vraiment le perso. Je sais pas qu'est-ce qu'il va en faire jusqu'à la fin de l'histoire. S'il y avait un perso, je sais pas ce qui va être fait avec Rouge. C'est bien Akainu. Mais mec, je vois tellement Akainu, le One Piece il est fini. Le One Piece est fini, tu sais. Ah, on peut arrêter des pirates, là, tu sais. Il fait que parler, il agit pas. Il est posé là dans son big appart à Marie-Joise là. Et il fait que parler, il fait que commenter, on dirait Booba sur Twitter, frère. Yeah, c'est une dinguerie. Il bouge pas, il veut pas bouger de son fauteuil. Je sais pas ce qu'il y a sur son fauteuil, hein. Il va être bien confortable, mais il veut pas bouger. Ça, c'est une dinguerie. Mais bon, en vrai, non, j'allais dire en vrai, il va peut-être bouger, il va faire moi un truc pour faire genre. Pas du tout. Je pense sincèrement qu'il va essayer de bouger, il va se faire démonter la gueule et il va rien montrer. Moi, j'en suis sûr. Ce sera la plus grosse fraude de tout One Piece. Je te jure. C'est vraiment ça. Bon. On a parlé de beaucoup de sujets. Mais il y a un sujet dont je voulais parler, là, une surprise un peu, là. C'est un personnage féminin qu'on connaît bien dans One Piece. C'est Robin, tu vois. Je voulais tout simplement savoir Robin ou Nami. C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Non bon, en vrai, on a déjà eu ce débat, mais en vrai, au niveau du personnage, on va pas... Voilà. On parle du développement, de tout ça, tu vois. Bah écoute, Nami c'était cool jusqu'à la fin d'Arlong Park. Après voilà, j'ai rien d'autre de plus à ajouter. Hein. Robin, c'était cool à Enies Lobby. Point. Ouais, mais au moins elle sert à quelque chose par la suite. Elle a des petits, des petites percées comme ça. Nami, elle n'en a pas eu depuis très longtemps. Je suis pas sûr qu'à Whole Cake on peut vraiment considérer qu'elle a eu son moment de gloire. Et j'avoue que Nami, ça a toujours été... Elle a toujours été là, mais elle avait plus tellement d'utilité. Elle servait plus tellement dans l'intrigue. Tu vois, elle a jamais été vraiment mise en avant. C'est un peu Usopp, tu vois. Toujours de côté. Là, pour le ressort comique, généralement. Mais elle épouse jamais l'histoire plus que là. Alors que je trouve que Robin, elle a eu le droit à un peu plus de mon intérêt. Et elle a le droit à un peu plus mise en avant. Bon, peut-être à cause de son rôle, le poneglyph, tout ça. Mais voilà, après... Nami, c'était Prime à Arlong Park. Alors, je suis désolé, mais Robin Miskin, c'est Google Trad. Et c'est juste la seule qui sait lire la langue qui KO. En fait, en vrai, si Robin... Enfin, après, c'est un peu biaisé de dire ça. Forcément, chaque personnage a ses trucs. Mais si Robin n'avait pas ce tatou des poneglyphes, tout le monde dirait que c'est le pire Mugiwara de l'histoire des Mugiwara, tu vois. Mais après, ça reste quand même... Enfin, c'est bon, c'est à ça qu'elle sert, tu vois. Donc on peut pas non plus reprocher du fait que ouais, imagine ça n'avait pas ça. Mais au moins Nami justement, elle est là au moins pour comme t'as dit le comique, tu vois. Au moins elle nous fait un peu barrer, tu vois. Alors que Robin, elle est juste là en mode oh il y a des poneglyphes et là t'as elle qui est en train de lire comme un c'est tout. Non mais c'est réel en vrai. Je sais pas ce que t'en penses mais
Ah, non, en vrai, je suis pas totalement d'accord. Surtout depuis ces derniers temps, il essaye de faire en sorte que ça soit un peu plus badass et tout, un peu dans la partie, on va dire la partie de l'attaque de l'équipage, tu vois. Avec Ged, ils étaient là en mode attention, il y a Zoro et il y a Robin, faut faire gaffe. Elle a eu son petit combat là, mais même là, sur Elbaf, elle a pris l'initiative d'attaquer directement le cheval d'hiver, même si ça a pas abouti parce que bon, Aki des rois d'If, tu connais. Euh, Elle a quand même, tu vois, eu son petit moment et tout. Ce que Nami a pas eu depuis un moment. Moi, c'est surtout ça qui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, ce que je dis, je pense que ça marche avant Elbaf. Mais c'est vrai que depuis Elbaf, avec le retour de... Comment il s'appelle, frère, je suis un ouf. Tu Ah, sais, Zoro. ouais, de Soro, voilà. Justement, là, Robin, il est grave mis en avant tout ça. Ce que Nami n'a pas eu depuis Arlong Park. C'est vrai, ok. Ok, c'est vrai. Mais, en fait, j'ai quand même du mal à... Je trouve que même avant ça, j'avais du mal à m'attacher à ce personnage. Genre, en vrai, je sais pas, moi, je trouve que le fait qu'elle ait peu d'interactions, quand même, faut quand même le dire. Moi, ça me fait un peu chier, quoi. Au moins, tu vois, Nami, Belek, elle te fait rire, au moins. Alors que Robin, juste elle lit des poneglyphes, c'est tout. Non, mais Google Trad. La caricature. Robin, c'est Google Trad. Nami, c'est juste un clown sur Snap, c'est Nasdaq, tu vois, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La caricature est un peu abusée, je trouve, mais. Allez, on va dire, j'ai l'idée globale. Mais. Ah, je sais pas. Après, j'ai envie de dire, les deux ont été trop mis de côté pendant un bon moment de l'histoire. Mais j'ai toujours préféré les moments, tu sais, en mode Robin, Skypea qui allait explorer toute seule l'île, les ruines et tout ça, ce genre de truc, tu vois. Et même là, elle est plus. Je sais pas, de toute façon, je veux juste dire, son pouvoir est super cool. Voilà, c'est la seule raison. Dommage que ce soit pas pu s'exploiter en combat parce que y a pas d'autres persos vraiment comme ça qui ont des pouvoirs comme ça. Enfin, je trouve que ça pourrait mettre des trucs intéressants. Nami, maintenant qu'il y a Zeus, il pourrait tenter de faire des trucs en combat. J'espère qu'elle aura le droit un peu de l'utiliser parce que pour l'instant, c'est un peu dommage d'avoir Zeus et de rien faire avec. C'est vrai, c'est vrai. Elle a quand même une lame de Big Mom sur elle, elle leur fait rien. Mais après, d'ailleurs, ça va faire le point sur le prochain sujet. Sans doute le dernier, parce que là, on débite de fou. Mais Nami, en fait, je trouve que ses combats les plus marquants quand même. Bon, après, comme. Enfin, encore avec les autres membres de l'équipage, tu vois, ça peut se débattre, mais les combats les plus marquants de Nami, c'est quand même avant l'ellipse. Je trouve quand même que avant l'ellipse, notamment, moi, je trouve le combat contre Khalifa. Je le kiffe, tu vois. Le combat contre Khalifa, tout ça. Toi, t'en penses quoi? Tu trouves que Nami, c'est plus avant ou après l'ellipse ou c'est son prime? Bah, en même temps, c'est un Enfin, peu difficile. or, bien sûr, Arlong Park, forcément, c'est un arc de développement d'introduction, tu vois. J'ai envie de dire, c'est un peu difficile parce que post-time skip, elle a eu aucun combat, littéralement. Donc c'est un peu compliqué de comparer quand t'as rien. Littéralement, elle a eu aucun, éventuellement ulti, si tu le comptes comme un Ouais, combat. j'allais dire ulti, ouais. Mais il y a à moitié combat. Enfin, il y a Usopp avec, il y a Big Mom qui va finir le truc. Et limite, ulti, elle s'est autant fighter contre Luffy et Yamato, quoi. Donc bon, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux vraiment appeler ça un combat pour Nami? Et autrement, elle a rien eu. Donc oui, effectivement, obligé, le free time ski sera meilleur. En fait, c'est vrai, je les zappé, mais en fait, c'est vrai, comme ça revient sur ce qu'on a dit avant, mais en vrai, les combats post-time skip, ils sont pas ouf, hein. Bah, c'est Pour les- il y a que Luffy quasiment. Luffy C'est un- Zoro. Le Monster Trio, et encore son. Enfin, bref. Bref, on va pas en parler, mais en fait, les autres membres hors Haki, en fait, ceux qui n'ont pas le Haki, les combats sont pas fou. Et justement, en fait, là, il faut faire justement le prochain, le dernier sujet, c'est t'es plus One Piece avant l'ellipse ou après l'ellipse? Parce que là, tu vois, on évoque déjà le fait que les combats pour les Mugiwara random, on va dire, c'est éclaté depuis le Pop Time Skip, mais il y a d'autres trucs aussi qui sont éclatés, tu vois. Mais après, il y a aussi des avantages à les 4 empereurs, tout ça. Bref, qu'en penses-tu? En vrai, je trouve que les gens, ils sont un peu durs avec le post-time skip quand même. Faut quand même le dire, parce que déjà, on entend toujours des gens dire ouais, le free time skip c'était vraiment le prime et tout. Déjà, faut prendre le contexte que les gens qui disent ça, souvent c'est pour l'humour. Et que la plupart des trucs d'humour qui sont mis, c'est des trucs qui sont des fillers. Faut quand même le noter quand même pour avoir un peu de contexte. Mais je suis d'accord que, même si je te dis là comme ça, mes arcs préférés, ça va être du free time skip la plupart. Genre si je te parle Enies Lobby Water 7, Alabasta,
même Arlong Park et même Skypiea, n'en déplaise à certains. Alors qu'en post-time skip, à part ouais, Egghead, en vrai, j'ai bien aimé. Mais y a moins d'arcs qui m'ont marqué tout particulièrement. Mais de là à dire que c'est pas ouf et tout, je suis pas sûr. Peut-être c'est un peu moins bien, mais il y a plus cet aspect, on va dire, monde vivant, tu vois. Le Pré-Time Skip, c'était vraiment là pour établir chaque partie de l'univers, on va dire. On le découvrait progressivement. Alors que le Post-Time Skip, c'est un peu, il y a tout qui se met en marche. Tous les trucs qu'on a vus jusqu'à présent, ils sont en train d'entrer en interaction. Et le problème pour moi, c'est qu'au début du Post-Time Skip, il n'y avait pas assez ça mis en valeur, mais on n'a plus non plus la découverte et tout, donc c'est un peu dommage. Mais depuis, on va dire, Wallcake, Wano, tout ça, t'as vraiment le truc qui est en mode à chaque fois. T'as des singeries, genre, imagine, t'avais ça après time skip, tu péterais ton crâne. On te dit le jour au lendemain, ouais, en fait, les grands corsaires, ils sont abolis. Voilà. Juste comme ça. Hein. Et t'as ça, à chaque chapitre, souvent quand on finit un arc, ou même quand il te fait des coupures entre arcs, c'est pour te sortir que des dingueries. Et vraiment, cette partie-là du post-time skip, elle est exceptionnelle, je suis désolé, mais tout ce qui est en dehors de ce qui se passe des arcs, la géopolitique et tout ça, c'est incroyable. C'est tellement vrai, c'est tellement... En fait, tu sais, moi, j'étais là pour démonter le post-time skip, mais en fait, là, tu m'as fait ouvrir les yeux sur le fait que les post-arcs dans One Piece, là, dans le post... Enfin, après le time skip, c'est le prime de l'humanité, parce qu'en fait... Attends, c'était après Wano. C'est à peu près vers Wano. Après Wano, on a quand même eu l'eau qui se bat contre Barbe Noire, la Cross Guild. Enfin bref, déjà juste ces deux trucs, c'est une dinguerie. Et aussi un autre point aussi pour le post-time skip quand même, c'est que, enfin après moi j'ai commencé One Piece quand j'étais très petit tout ça, mais je pense qu'en général les gens qui disent ouais le post-time skip nanana, il y a aussi le côté nostalgie. Ils ont découvert ça, c'était à l'ancienne sur D17 tout ça. Et forcément, ils vont se dire, ouais, vas-y, en vrai, c'était mieux avant, nanana, tu sais, bref. En mode un peu boomer. Alors qu'en vrai, si on prend les deux œuvres là, et que tu devais redécouvrir One Piece, je pense quand même que, au final, le post-time skip, il s'en sert pas si mal que ça. Hein. Et même, je trouve quand même, c'est que les antagonistes, on va souvent critiquer les antagonistes, pardon, pas critiquer justement, on va souvent dire que les antagonistes, dans One Piece, en vrai, ils sont quand même intéressants et tout. Mais en vrai, dans le pré-time skip, il y a quand même des antagonistes très, très, très oubliables. Et notamment à East Blue, où là, on est sur les pires antagonistes de One Piece. Enfin, genre, les gars, les pires, il nous a enchaînés jusqu'à Arlong Park, où encore ça allait. Il nous a enchaînés que des antagonistes éclatés de fou. S'il nous faisait ça, là, actuellement, on pèterait tous notre crâne, tu vois. Je suis d'accord, mais après, on va dire, ça avait le bonus, tu vois, du début. Alors que le post-time skip, il a souffert on va dire, c'est le ventre mou de One Piece. Ce que j'appelle le ventre mou, c'est, on va dire, début du post-time skip, île des hommes poissons, tout ça, jusqu'à la fin de Dressrosa. Pour moi, cette partie, elle est un peu mollassonne. Ça décollera pas trop, tu vois, ça doit relancer toute la machine qu'il y a eu après Marineford. Faut relâcher la pression et tout faire monter, relancer les intrigues et tout. Et cette partie-là, c'est ça, moi, je pense, qui fait plomber le post-time skip. C'est vraiment cette partie où il se passe pas grand-chose fondamentalement, même quand je te dis géopolitique et ça. C'est assez calme. Et c'est que une fois que Dressrosa est terminé, que vraiment on relance le truc. Ok, il y a les empereurs qui vont se taper dessus. Ok, il y a des trucs qui se passent partout. Il y a tout le monde qui commence à bouger, les amiraux, il y a la rêverie qui se lance. Il y a les empereurs qui commencent à... Genre Shanks qui commence à bouger son cul. Enfin, c'est que à partir de là que ça commence vraiment à se déclencher. Et c'est ça, je pense, qui fait que le post-time skip est moins aimé. Mais après, en vrai, si on fait le comparatif avec le pré-time skip, on pourrait aussi dire ça de la saga East Blue, où tout commence en vrai, après Arlong Park, avec... quand ils vont rencontrer Smoker et tout, c'est là où tout se lance et tout, etc. Je suis d'accord, mais le problème du coup, c'est que le pré-time skip avait l'avantage au moins de beaucoup nous faire changer, vu que les arcs étaient super courts en comparaison. Ouais, alors que le post-time skip, tu restais longtemps sur les mêmes zones, et ça ralentissait, tu vois, ça ralentissait la fluidité du récit. C'est vrai, c'est vrai. Et ce que n'avait pas le pré-time skip, et pré-time skip, genre au bout de 20 tomes, on était à la basta, tu vois, c'était les singeries. Post-time skip, voilà, c'est le salon là où on finissait Dressrosa, et où on se lançait dans la partie où il y a tout qui commence à bouger et tout. Je sais pas. Ah, j'avoue, j'avais pas pensé au fait que... Mais après, en vrai,
Moi, quand même, au niveau du post-time skip, il y a quand même, je sais pas moi, mes scènes préférées de One Piece, si je devais comparer pré-time skip et post-time skip, genre si je devais faire un classement top 10, il y aurait plus de post-time skip dans le top 10 que de pré-time skip. Mais, dans le haut du panier, il y aurait que du pré-time skip. Ok, alors là, je t'avoue, je m'y attendais pas, celle-là. Genre en mode, tu vois, genre, enfin, les scènes qui m'ont bien marqué, genre en mode l'arrivée, je veux vivre, tout ça, forcément en haut, à Marineford, nanana, ou encore, attends, à Enies Lobby, il y avait un moment stylé, un autre moment. Le bateau? En vrai, bon, on va pas parler parce que tu vas pleurer, mais quand tu vas entendre mon avis sur le bateau, mais quand Luffy se lève et il. Tu vois, ok, ça c'est mon top Ouais. tout en haut. Mais après, j'ai des scènes un peu moins, plus random, tu vois, qui m'ont un peu marqué, que j'aime bien. Genre notamment, moi je trouve le combat contre Katakuri. D'ailleurs, enfin bref. Le combat contre Katakuri, moi je trouve qu'il y a certaines scènes de ce combat qui m'ont bien marqué en manga. Et même plus globalement, en vrai, à Onigashima, l'arrivée sur le toit, le combat Loki. Enfin, déjà, dans un arc, là, j'ai deux moments que j'ai cités. Au final, les meilleurs, ça reste, je trouve, quand même, dans le post-time skip, les moments qui m'ont plus marqué perso. Ouais, le pré-time skip, ouais. Mais, en quantité, il y a plus de moments bien dans le post-time skip. Ok. Bon, je serais pas tout à fait d'accord parce que moi, comme dit, dans ce que j'ai appelé avant le ventre mou, il n'y a pas vraiment de scènes qui m'ont marqué plus que ça. C'est seulement après qu'il y a eu des trucs qui étaient marquants. J'avoue que là, si tu me parles de scènes marquantes, j'ai plus te penser à du pré-time skip, même du thriller. Il y a plus de thriller bark, je pense, que du Dressrosa dans mes scènes marquantes. Donc voilà. Plus de Ah, thriller back que du Dressrosa. Le combat contre Oz et des trucs comme ça, c'était vraiment exceptionnel. Dressrosa, voilà, quoi, il n'y a pas grand chose. Je suis un hater de Dressrosa. C'est vrai, maintenant que tu le dis. En fait, mais après, en fait, je pense que c'est très concentré dans One Piece, les moments très marquants, post-time skip, enfin, Ouais. du coup, après l'ellipse. C'est très concentré sur après Dressrosa, et on peut peut-être mettre Dressrosa, alors que dans le post-time skip, c'est quand même plus. Le pré-time skip, ouais, je vais comme tromper. Avant l'ellipse, avant l'ellipse, c'est beaucoup plus dispatché, je trouve. On va avoir 2-3 moments à Sabondi, 2-3 moments là, 2-3 moments à la Basta, allez, un petit moment à la Sadaïs Blue, tu vois. Mais au final, c'est plus éparpillé alors que, enfin, faut dire les termes, dans le post-time skip, on va voir Onigashima qui carry tous les meilleurs moments, Vraiment. et un moment par-ci par-là sur les autres arcs, Wall Cake, peut-être un truc à Dressrosa en vif, et c'est tout, quoi. Ah, non, je suis à peu près d'accord. Y a pas grand chose de plus à rajouter, t'as tout dit en fait pour le coup. Si ce n'est que t'as oublié la fameuse scène à Skypiea où ils font le Battle Royale à la fin. C'est quand même super stylé comme scène et tout le monde l'a oublié. Et ça, c'est Ouais. triste. Ils ont dû se faire Fortnite avant l'heure, mais je pense que Skypea, on pourrait ouvrir un dossier dessus, mais on en prend peut-être la prochaine fois, hein. Peut-être la prochaine fois, on ouvrira un dossier Skypea, je vais peut-être le noter si je n'oublie pas. Je sais pas si t'as un autre truc à rajouter, peut-être avant de finir, parce que là, on débite depuis presque 1 heure. Écoute, si pour finir, on revient un peu sur l'actualité. J'espère il nous cook une fin d'arc clean. Parce que ça me fait vraiment peur le truc avec Im. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu penses qu'il peut nous sortir une fin d'arc éclatée, là? Je t'avoue que moi, le pouvoir de Im et son implication, je suis pas spécialement fan. Après, je sais que parfois il nous a fait des trucs que j'ai pas trop aimé. Au final, ça s'est bien passé. J'attends de voir. Mais En fait, c'est plus Im, en vrai, qui te fait peur que la fin de l'arc, en vrai, non? bah, Im et son pouvoir, ils sont. Tant qu'il nous met pas des limitations et des explications claires sur son pouvoir déjà de 1 et sur que fout Im ici. Je pense que tant qu'on n'a pas ça, la fin d'arc pour moi, ça va être difficile, je pense. Mais après, en plus, mec, je pense qu'on va pas avoir plus d'infos là, hein. Je pense que le flashback peut, parce que je suis sûr le flashback a un lien avec son pouvoir. On va en apprendre forcément plus. Ce que je vois dans comment il construit son œuvre, je trouve que, bon, je suis pas un expert du tout, Biskin, je confonds tous les prénoms, je suis le pire lecteur de One Piece, donc mon analyse vaut ce qu'elle vaut. Mais j'ai l'impression quand même que quand il veut montrer un truc pour un personnage, il va le faire au moment du climax, par exemple. Kaido, bon, on va pas en parler du fait qu'il y ait qu'un chapitre de flashback sur Kaido, mais le flashback, il vient quand même tout à la fin. Big Mom, son flashback, si je me trompe pas, c'est quand même après qu'on ait connu le personnage, c'est bien après. On l'a connu déjà avant. Je trouve qu'en général, il va quand même présenter bien le personnage au niveau avec un flashback, etc.
quand même un peu plus tard dans ce développement. Je trouve que là, In, c'est un peu tôt. Je pense pas que ce sera centré sur. Mais on aura des détails. Et moi, c'est tout ce que je demande parce que là, actuellement, on nage un peu dans le flou total, je pense. Pour la... Ouais, c'est juste un bug, il a glitché la map et il dit tout, quoi. Le C'est gars, il ça. a le pouvoir le plus pété du manga, il sort de nulle part, il débarque sur l'île, c'est la merde, on sait pas trop ce qui se passe, ils sont invincibles, point. Voilà, à voir ce que ça va donner. Ouais, cette en histoire. fait, ce que tu voudrais, c'est surtout genre 2-3 éclaircies comme Ouais, as. voilà, des précisions pour pas avoir peur pour la suite en fait. Parce qu'avec des trucs comme ça, je sais Ouais, pas c'est comment des ça va pouvoirs qui finir. sortent de n'importe où, tout ça. J'avoue que ça peut être un peu dérangeant, tout ça. Bon, écoutez, je pense que on va s'arrêter là. Bon, je crois qu'on a 50 minutes en fait. Au final, j'ai dit 1 heure, mais je suis un big maxeur. Donc, en vrai, c'était une première assez cool. Si vous avez des noms, bon, s'il y a encore beaucoup de monde ici, si vous avez des noms, des idées de noms pour le podcast, je prends, je vais tout lire. Vous avez des trucs que vous voulez qu'on évoque la prochaine fois, je prends, je vais les noter et on en parlera. Et c'était très très cool de faire ça. J'espère on aura des invités pour les prochaines. Ça pourrait être intéressant. Très tech et tout, mais intéressant. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast, les gars, et à la prochaine! Tchuss.